Merci beaucoup, Anne. Effectivement, on va aborder finalement ce qui fait notre humanité et on vit une épreuve sociale depuis plus d'un an qu'aucun sociologue ou anthropologue n'aurait pu imaginer, à savoir effectivement nous priver d'une partie de nos liens pour voir effectivement quel est l'impact que ça peut avoir sur le travail, sur le bien-être, sur nos réseaux sociaux et les impacts sont très importants. Et ce qu'on va voir ensemble, effectivement, c'est comment les liens se font, comment les liens se créent, comment la confiance s'installe, qu'est-ce qui donne envie d'avoir envie, comme disait Johnny finalement, pour se lever le matin, pour donner de soi aux autres, donner de soi aux clients, aux usagers, à l'organisation, à l'entreprise, à l'équipe, ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie, qu'on garde, qu'on prend et qu'on retient finalement cette énergie qui peut tout à fait être synonyme, on va le voir, d'engagement, d'adonnement même au travail. Alors, je partage rapidement ce petit support et effectivement, j'avais envie de commencer par quelques petits sondages par rapport au sujet dont on va parler, parce que c'est au cœur de la performance sociale et de la performance économique d'une organisation et même performance peut-être aussi, il y aura des extensions de notre sujet sur la dimension environnementale et sur la dimension aussi des relations à toutes les parties prenantes de l'organisation en général. Euh, Petit sondage. À votre avis, je démarre tout de suite comme ça parce que je ne voudrais pas que vous tombiez dans le coma postprandial. Du coup, premier sondage. À votre avis, si on parle, commençons par parler de satisfaction au travail, quel est le pourcentage de collaborateurs satisfaits au travail? Hein, si, alors on a réduit le nombre de réponses possibles à 3 choix. Voilà, vous avez le questionnaire qui vient de s'afficher. Quel est le pourcentage de satisfaction au travail dans le monde? Est-ce que c'est plutôt en dessous de 30%, en dessous de 50% ou au-dessus de 70%? C'est un taux qui est relativement stable depuis des années. À votre avis? Je vous laisse répondre et on va débattre de tout ça. D'où ça vient? Comment ça se produit? Voilà. Vous pouvez Quel est répondre dans le... le sondage, oui, Oui, directement, pas forcément dans vous le chat. cliquez, vous soumettez et comme ça Ouais. on a les stats en direct par rapport à vos représentations du sujet et votre connaissance du sujet. Quel est le pourcentage de satisfaction au travail dans le monde, worldwide? Est-ce qu'on a les réponses, Anicia, déjà? Oui. Alors, vous me dites en moyenne, alors c'est assez, c'est pas mal, c'est bien réparti. Inférieur à 30%, on a 23%. Supérieur à 70%, 22%. Et vous avez été 54% à dire en dessous de 50. Eh bien, la bonne réponse, finalement, vous êtes un peu pessimiste sur cette première question. La bonne réponse, c'est au-dessus de 70%. Hein. Au-dessus de 70%, et vous allez le voir, ça c'est à peu près dans tous les pays pareil. J'ai eu une étude très récente, hein, de juin 2020, une des dernières, mais tous les sondages depuis des années et des années, on est autour entre 70 et 80% max. Alors vous avez des pays où c'est un peu plus bas, mais la moyenne mondiale, c'est vraiment autour de 70%. Alors, vous voyez, la France, on n'est pas si mal placé, hein, d'autres pays, d'Europe du Nord sont mieux placés, mais il y a une dimension qui est liée aussi à l'optimisme qu'on met au travail, où là, effectivement, la France est un petit peu en deçà. Mais pour le reste, la satisfaction au travail, ça veut dire être satisfait, ça veut dire en avoir assez d'eux. Et donc, grosso modo, les collaborateurs dans les entreprises ont relativement un environnement de travail assez bon, sont relativement assez bien payés, ont des collègues assez sympas, des missions assez intéressantes, des charges de travail assez bien équilibrées en moyenne. Hein. Euh, la question qui nous vient derrière, évidemment, c'est par rapport à la question de l'engagement, est-ce qu'on est sur les mêmes statistiques? Alors, j'ai déjà des réactions, n'hésitez pas à réagir en même temps. Oui, alors évidemment, la satisfaction, vous me parlez de l'Inde, il y a des endroits dans le monde aujourd'hui qui sont extrêmement impactés aussi par l'environnement, où ils ont d'autres préoccupations dans l'instant. Mais effectivement, notre sujet est systémique, hein, puisqu'effectivement, être satisfait au travail comme être engagé au travail, c'est un individu pris dans une équipe, pris dans une organisation, pris dans une société.
Et si la société va mal, ça peut impacter l'organisation, qui peut impacter les équipes, qui peut impacter évidemment les individus. Et inversement, un individu peut mettre le bazar dans une équipe, qui met le bazar dans une organisation, etc. Deuxième sondage, directement, quel est le taux, cette fois-ci, non pas de satisfaction, mais d'engagement dans le monde, à votre avis? Cette fois-ci, on a vu la satisfaction. Quel est le taux moyen de collaborateurs activement engagés au travail dans le monde? Hein. Qu'est-ce que ça veut dire activement engagé? Ça veut dire un petit peu les qui d'en veut dans l'entreprise. Hein. On a vu lors du premier confinement que certains se sont retrouvés en télétravail directement et sont transformés un peu en Shiva, à gérer leurs enfants, faire le travail à la maison, gérer les clients à distance, transformer leur appartement en bureau, etc. Activement engagés. D'autres ont dit bon bah écoutez, moi j'attends les instructions, je ferai ce qu'on me dira de faire. Hein. Et puis d'autres ont dit bah moi j'ai pas de connexion, si vous venez pas m'installer, je n'ai pas le matériel adéquat, je ne peux rien faire. Voilà. Ça c'est ceux qu'on appelle activement désengagés. Quel est le pourcentage de collaborateurs activement engagés dans le monde, selon vous? Alors, on a déjà les résultats, je ne vois plus le sondage apparaître. Alors, cette fois-ci, vous êtes plutôt optimiste. Hein. Là, vous me dites autour de 10%, 7%, autour de 30%, vous êtes 49%, et autour de 50%, vous êtes 44%. Alors, j'ai une question. Il me semble que le taux d'optimisme en Afghanistan est supérieur à celui de la France. Une question liée à l'âge de la population aussi. J'ai des questions assez pointues qui arrivent dans le chat. Euh, oui, l'âge de la population joue sur l'optimisme. Il y a aussi la relation que l'on a au travail. On sait, par exemple, puisque vous parlez de la France, que dans des approches, par exemple, comment dire, anglo-saxonne, on a une approche un peu plus contractualiste du travail, alors que dans une approche plus latine, on met beaucoup plus de choses dans le travail que le contrat. Enfin, de manière générale, on met plus de choses dans le travail que le contrat, mais peut-être encore plus dans les pays latins où on y met beaucoup plus de son identité, de son temps, de son cœur, de son talent, etc. Et effectivement, il y a parfois une corrélation entre le niveau d'attendu et le niveau de déception qu'on y trouve. Hein. Alors, la bonne réponse, au niveau de l'engagement, cette fois-ci, c'est un petit peu préoccupant parce que la moyenne mondiale, elle est à 15%. 15% d'activement engagés. Je vous ai mis les définitions. Évidemment, je cite une étude qui est largement commentée et citée, qui s'appelle l'étude de Gallup. Pourquoi cette étude? Parce que ça nous permet d'avoir un benchmark mondial sur plus de 25 millions de collaborateurs et ça nous permet d'avoir des tendances et donc un historique et de voir si ça augmente, si ça baisse. Et Gallup a même réussi à chiffrer un peu le coût du désengagement au sein des entreprises et au niveau des États. Donc là, vous voyez, on est à 15% d'activement engagés. Alors, ce qu'ils appellent not engaged, c'est ceux qui se contentent de faire ce qu'on leur demande. Et c'est pas mal. Il en faut aussi, évidemment, dans l'entreprise pour que ça tourne, qui vont faire ce qu'on leur demande, mais pas nécessairement prendre des initiatives. D'accord? Et puis ceux qui sont activement désengagés, c'est-à-dire effectivement, à défaut d'avoir une reconnaissance positive, vous savez qu'on a tous besoin de beaucoup de reconnaissance pour se sentir exister, vont pouvoir parfois mettre des bâtons dans les roues ou bloquer les projets pour exister autrement. À votre avis, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous, par exemple, aux États-Unis? Au-dessus ou en dessous de 15% aux États-Unis? Vous pouvez répondre dans le chat comme ça. Vous êtes au-dessus, nous dit Anne. Oui. Au-dessus, 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 au-dessus. Vous nous dites tous au-dessus et vous avez raison. On est à peu près à 30% d'activement engagés aux États-Unis, ce qui représenterait en manque à gagner pour les États-Unis quand même à peu près 500 milliards de dollars par an, s'ils arrivaient à augmenter ce taux. En France, alors vous dites au-dessus effectivement dans les pays anglo-saxons. En France, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous, à votre avis? C'est déjà pas beaucoup, 15, hein? Et vous dites au-dessus, en dessous, en dessus, en dessous, dans la moyenne. Eh bien, nous étions à 9% lors du sondage d'avant et le dernier de 2018, on est tombé à 6%.
hein, en France. Et pour Gallup, ça représente 90 milliards d'euros par an de manque à gagner au niveau des organisations, de ce qui peut être produit. Ce qui nous intéresse, c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire être activement engagé? Parce qu'il ne faut pas non plus aller au surengagement. On voit que dans le travail à distance, vous avez des gens qui frôlent parfois le burn-out en se donnant jusqu'au sacrifice finalement. Euh, quel est alors le Netherlands, c'est dans la moyenne haute des pays européens. Vous avez tous les sondages, hein, sur Gallup qui sont réactualisés à peu près tous les 2-3 ans. Euh, quel est Ça veut dire quoi activement désengagé? Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre activement engagé et satisfait au travail, à votre avis? D'où ça vient? On a vu être satisfait au travail, c'est en avoir assez de. Mais être activement engagé, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Alors, activement désengagé, certains disent c'est du sabotage, ça vient du management, c'est le confort versus l'implication, c'est être reconnu, le sens de la mission, la proactivité, faire la promotion de son entreprise à l'extérieur, être proactif, on y met vraiment de soi, oui. Effectivement, prise d'initiative, vous avez tout à fait raison, c'est faire plus que ce qu'on nous demande d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire, entre les objectifs qu'on nous donne, c'est aller au-delà de cette zone finalement qui est délimitée pour effectivement prendre des initiatives, s'adapter, innover, créer, et cetera. Faire ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, pour effectivement développer l'activité, améliorer les process, s'occuper des autres, favoriser les coopérations internes, et cetera. Ce qui nous intéresse, c'est d'où ça vient, puisqu'on a déjà apporté une petite approche un petit peu systémique. Ça a été mesuré, donc on a des chiffres. À votre avis, est-ce que ce niveau d'activement engagé est plus lié à la manière dont fonctionne l'organisation, avec peut-être des organisations qui sont encore trop pyramidales, trop silotées et qui bloquent ces prises d'initiative? Est-ce que c'est plutôt lié à l'équipe, auquel cas, comme je l'ai vu dans l'onglet conversation, c'est plutôt lié au management, au leadership, à la manière dont les collectifs fonctionnent entre eux? Ou est-ce que c'est plutôt lié à l'individu? Auquel cas, et on est dans le programme Octave, on serait lié à une problématique générationnelle. Peut-être que les nouvelles générations au travail arrivent avec une approche peut-être plus contractuelle du contrat de travail et veulent y mettre moins d'engagement que certaines autres générations. À votre avis? On a un petit sondage, vous pouvez voter. Est-ce que ça vient plutôt de l'individu, problématique générationnelle? Est-ce que ça vient plutôt de l'équipe ou est-ce que ça vient plutôt de l'organisation? Alors, il y en a qui disent les 3, mais là, vous avez un choix à faire. Vous voyez que cette approche, elle n'est pas complète. Il faudrait voir aussi la société si on voulait être complètement systémique, mais c'est très difficile à évaluer. La culture, et cetera. Je vous laisse voter et on va voir, est-ce que ça vient de l'individu, de l'équipe ou de l'organisation en priorité? Cette question de l'engagement au travail. Est-ce que c'est lié à l'individu, à l'équipe ou l'organisation? C'est bon? Oui. Le sentiment d'appartenance, nous dit Camilla. Oui. Alors, 16% nous dit l'individu, 24% l'équipe et 60% l'organisation. Ça me fait penser que nous avons peut-être un public essentiellement constitué de managers, hein. Euh, alors, ça vient effectivement en partie de l'organisation. En moyenne, d'après Gallup, ça a été mesuré, ce serait 30% lié à l'organisation. Et effectivement, le sujet dont on parle, c'est un sujet RH, hein. Tout ce qui est lié à l'environnement de travail, aux perspectives de carrière, à la gestion des talents, la rémunération, ça participe évidemment de l'engagement, mais c'est avant tout lié à une autre thématique entre l'individu et l'équipe. À votre avis, le cœur balance. Ce n'est pas lié à l'individu, en tout cas au départ, hein. Euh, vous le savez, c'est-à-dire que quand vous faites du recrutement, que vous cherchez un nouveau collaborateur au sein de votre équipe, si vous voyez quelqu'un qui arrive en disant bon, bah, je ne suis pas hyper motivé pour travailler chez vous, mais bon, il faut bien faire bouillir la marmite,
normalement, vous n'allez pas le garder. Et puis, s'il s'avérait que durant la période d'essai, il était activement désengagé ou pas très à fond pour progresser, normalement, vous allez aussi avoir quelques hésitations à le garder. Donc, ça ne vient pas de l'individu au départ, ça vient à 70% de l'équipe. Et c'est ce que je vous propose de travailler ensemble. Et vous le savez, vous avez peut-être suivi l'année dernière le procès, par exemple, de France Télécom. Il y avait des articles très intéressants sur la manière dont ça a fonctionné. Et il montrait que en 2008, au moment de la crise sociale, du pic de la crise sociale, l'entreprise allait très très mal, c'est-à-dire que l'organisation dysfonctionnait. Il y avait un sentiment de fierté d'appartenance qui était tombé à moins de 30%, ce qui n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, ils sont à plus de 90% de fierté d'appartenance. Eh bien, il disait que malgré ce contexte, certaines équipes continuaient à aller bien. Et il disait qu'il y avait eu 3 types de managers, des managers exécutants qui avaient réalisé ce qu'on leur demandait, des managers exécuteurs qui avaient mis du zèle à faire ce qu'on leur demandait, et puis des résistants qui, lorsque les directives leur semblaient nuire au collectif, s'étaient mis en travers finalement de leur application et avaient préservé leur équipe qui continuait à aller bien. Donc c'est un sujet essentiellement de proximité, et donc c'est un sujet qui est particulièrement difficile dans le travail à distance. On va en voir un petit peu les ficelles. Et je vous propose, durant cet atelier, effectivement, de mettre le focus sur la dimension, effectivement, équipe. Comment est-ce que l'équipe peut fonctionner? C'est un peu comme une équipe de foot, hein. Je veux pas parler du PSG, mais avec les meilleures individualités, comment est-ce qu'on fait pour créer un collectif qui peut gagner dans une compétition mondiale? Alors, je vais faire un tout petit détour pour voir si vous êtes bien réveillé par un petit exercice. Branchez tous vos neurones parce que pendant 2 minutes, vous allez devoir phosphorer activement. Vous allez voir le lien tout de suite avec ce dont on parle. L'exercice est le suivant. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. L'exercice, c'est vous disposez d'une boîte de punaises, d'une bougie et d'une pochette d'allumettes. La question, c'est comment accrocher cette bougie au mur et l'allumer de sorte à ce que la cire ne coule pas sur le mur ou sur le sol. C'est-à-dire vous accrochez cette bougie au mur, vous l'allumez, sans que la cire ne coule sur le mur ou sur le sol. La bougie doit tenir toute seule. Voilà. Dès que vous avez trouvé, vous pouvez mettre un pouce levé dans l'onglet conversation. On ne donne pas la réponse tout de suite dans non, en moyenne, il faut 1 minute 30, 2 minutes. Je vous laisse réfléchir. Comment accrocher cette bougie et l'allumer de sorte à ce que la cire ne coule pas sur le mur ou sur le sol? Anne a déjà trouvé. Cosima aussi. Emmanuel arrive, ça va s'accélérer. Yep, ça y est, ça vient. Les idées arrivent. Oui. Clément avait donné un petit aide quand même. Ah oui, effectivement. Clément nous avait donné une piste. Comment accrocher la bougie allumée au mur de sorte que la cire ne coule pas sur le mur ou sur le sol. Et Clément avait dit, on enlève les punaises de la boîte. Est-ce que Clément veut nous donner la réponse complète? Clément? Non. Ouais, du coup, je me suis arrêté, désolé. Parce que Allez-y. Non, puis après, on met la bougie dans la boîte et on l'accroche sur le mur là, avec une punaise. Voilà. Effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Alors, pourquoi cet exercice? Une fois qu'on a vu la réponse, évidemment, ça paraît évident, mais c'est un problème dit de la fixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, et Clément a effectivement vous a fait gagner du temps pour ceux qui ont vu sa réponse, parce qu'il faut imaginer la boîte de punaises comme un contenant possible. Donc, c'est ça qui prend du temps. Et là où cet exercice devient intéressant, c'est qu'il a été réalisé dans plusieurs pays, notamment en Inde, vous en parliez tout à l'heure, avec des incitations financières. Premier groupe, par exemple en Inde, c'est un chercheur qui s'appelle Édouard De Sigue qui a mis ça en place. Il leur dit le premier qui résout cette énigme va gagner à l'époque l'équivalent de 5 roupies, c'est-à-dire une journée de travail.
hein. Deuxième groupe, 50 roupies, l'équivalent de 15 jours de travail. Là, ça commence à devenir intéressant. Et puis, troisième groupe, 500 roupies, l'équivalent de 4 mois de travail, ce qui devient assez considérable. On chronomètre. Et à votre avis, quel est le groupe qui résout le problème le plus vite, systématiquement? Faites attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui résout le problème le plus vite? Vous me dites le premier. Le premier, car moins stressé par l'enjeu. Il y a Franck qui espère que le troisième, c'est-à-dire que les mieux payés arrivent à mieux résoudre les énigmes. Oui. Le premier, nous dit Sandrine, Angus, Oisic. Le troisième, nous dit Sabine. 5 roupies. On a quand même un petit consensus qui se dégage sur le premier, mais c'est un problème, hein. C'est-à-dire vous êtes en train de sous-entendre que les moins bien payés sont les plus agiles pour résoudre les problèmes imprévus. Alors, il faut faire une petite explication par rapport à ça. Effectivement, ça dépend des tâches que l'on confie, hein. Au travail, on distingue classiquement 2 types de tâches. Les tâches dites algorithmiques, c'est-à-dire qu'on vous dit exactement ce qu'on doit faire, hein. Vous enlevez les punaises, vous punaisez la boîte, vous allumez la bougie, vous la faites fondre, vous la collez, etc. Mettre des incitations financières, ça marche. C'est-à-dire que les gens peuvent tenir la cadence et accélérer grâce aussi aux incitations financières. Et puis, vous avez des tâches qu'on appelle heuristiques. Une tâche heuristique, c'est ce que vous venez de faire. On vous met une boîte de punaises sur la table, la bougie, la pochette d'allumettes, et on vous dit démerdez-vous. Et c'est là qu'il va falloir sortir du cadre, c'est là qu'il va falloir faire preuve d'engagement, c'est là qu'il va falloir effectivement faire preuve d'innovation, parfois d'entraide, etc. Et là, effectivement, les incitations financières ne marchent pas. Finalement, ce que l'on observe, c'est 2 types de motivations au travail. Les motivations dites extrinsèques, qui sont les plus classiques, effectivement, et les plus palpables et les plus mesurables, hein, c'est-à-dire la rémunération, le statut, etc. Et les motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, c'est effectivement ce qui va accélérer et renforcer notre capacité de résoudre ce type de problématique du quotidien. Et quelles sont ces motivations intrinsèques, à votre avis? Quelles sont les motivations? J'en ai vu une circuler, mais quelle est la motivation? Alors, le sens, tout à fait, la fierté d'y arriver, le plaisir tout simplement de résoudre un problème, la reconnaissance qu'on obtient autour de ça. Oui, la, le mastery, c'est-à-dire la capacité à maîtriser un sujet, à développer ses compétences, le challenge. Oui, l'utilité pour la collectivité, donc ça rejoint la dimension de sens. La contribution à un collectif, le plaisir d'être ensemble, de partager aussi une tâche. Et vous voyez, par exemple, là, un sondage qui est sorti hier qui montre que la motivation première pour travailler au bureau en présentiel à 41%, c'est le plaisir d'échanger avec ses collègues, hein. Donc, on est en plein là-dedans, dans la motivation intrinsèque. Oui, achievement, le sentiment de se réaliser. Effectivement, et ce que nous dit Édouard Deci, attention, il ne nous dit pas moins bien payer vos collaborateurs pour qu'ils soient plus agiles, hein, je vous rassure. Il nous dit pour que ça marche, il faut que les motivations extrinsèques soient satisfaites, hein, si possible au-dessus du marché, et mettre le paquet sur les motivations intrinsèques pour renforcer l'engagement de la durée. Mais attention, c'est subtil parce qu'une motivation extrinsèque peut détruire une motivation intrinsèque. Exemple, hein, j'ai un enfant qui est nul en maths et je me dis, bah, je vais lui mettre une prime, hein. Comme dans mon entreprise, dès que tu dépasses 12, je te donne 5 euros. Alors, ça peut marcher sur du court terme. Quelle va être la difficulté à moyen terme si j'arrête la prime ou si il finit par trouver que 5 euros, c'est pas assez, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Quel danger? Quel danger? Ça là va être pire. Il ne voudra pas dépasser l'objectif. Voilà, il peut se contenter d'un 12 alors qu'il pourrait faire plus. La lassitude, perte de motivation, désengagement, il va arrêter de travailler. Effectivement, ne pas comprendre qu'il travaille pour lui, c'est exactement ça. La difficulté, c'est qu'une motivation extrinsèque peut détruire une motivation intrinsèque, hein. Je vous donne un exemple qui a été observé par un directeur d'école qui, dans une école assez aisée, en avait marre de voir des parents qui arrivaient en retard. Et du coup, il se dit, bah, dès que vous avez 5 minutes de retard, vous paierez une amende de 10 $. D'accord?
Et ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que malheureusement, les retards ont explosé. Parce que les gens se disant, bah, à partir du moment où j'ai déjà 3 minutes de retard, plutôt que d'arriver en nage, etc., je vais finir mon appel ou finir de me maquiller ou de m'habiller, etc. Et je payerai 10 $. Et les retards ont explosé. Du coup, il s'est dit, je peux pas laisser cette réforme en place. Et donc, il l'a supprimé, sauf qu'il n'est jamais revenu à l'état antérieur. C'est-à-dire que la motivation intrinsèque, c'est-à-dire courir pour que son enfant arrive à l'heure, pour qu'il ne perturbe pas le cours, pour qu'il soit bien vu par les élèves, par la prof, pour qu'il ne rate pas des apprentissages, finalement, a été en partie détruite par le fait qu'on pouvait s'autoriser à le faire à partir du moment où on payait ce retard. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir finalement comment satisfaire ces motivations. Comment satisfaire ces motivations intrinsèques, c'est ce qu'on va voir. Et je vous propose 4 leviers. Assez classiquement, vous avez 4 leviers pour satisfaire ces motivations et puis on va voir leur impact, leur effet sur l'engagement. Le premier levier, c'est de se dire, après tout, étant donné que je suis le chef, je décide, vous exécutez. Hein. Voilà comment on va faire les choses pour que tout le monde soit satisfait. À l'ombre des grands chênes ne poussent que des glands. Hein. Pourquoi dégrader mon lumineux projet avec des gens moins comprenants? Hein. Évidemment, vous l'aurez compris, vous le savez, la dimension du pouvoir, elle est complexe. Hein. Il y a le pouvoir sur, il y a le pouvoir avec, on y reviendra, mais en première intention, ce n'est pas le premier facteur d'engagement, vous vous en doutez. Il y a un adage qui dit plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'explique, plus je m'implique. Hein. Et vous voyez bien que le degré d'implication est proportionnel au degré de participation aux décisions qui nous concernent. L'inconvénient du pouvoir aussi, c'est que si on rentre dans un rapport de force et que ça se passe mal, ça peut se transformer en épreuve de force et on ne sait jamais, dans le cadre d'une épreuve de force, qui va l'emporter, car le plus dangereux n'est pas forcément celui qu'on pense le plus fort, ça peut être celui qui pense n'avoir rien à perdre. Deuxième levier, les règles. On peut mettre en place des règles qui vont permettre, et on l'a vu dans la période qu'on vient de traverser, c'était très important d'avoir ces règles sanitaires pour continuer à pouvoir travailler. Donc, respecter ces règles, c'est continuer à pouvoir travailler collectivement, c'est délimiter un terrain de jeu. C'est absolument indispensable. C'est comme à la maison. Qu'est-ce qui se passe à un enfant sans règles? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un enfant sans règles? Un tyran, un despote. Tyran. Voilà, un lion, un tyran, un despote, un psychopathe, un troll, vous dites, la switch tout le temps. Effectivement, un enfant a besoin d'un cadre pour mesurer son niveau d'autonomie, pour avoir des repères, etc. Et c'est pareil au travail, ça évite de répéter tout le temps la même chose. Par contre, en termes de satisfaction des motivations intrinsèques dont on parle, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, tout simplement parce que l'application stricte des règles ne prend pas en considération les situations individuelles, particulières, singulières des membres d'une équipe. Vous dites une torpille anti-télétravail, dit l'enfant sans règle, effectivement, qui peut débouler à tout instant, vous tirer dessus avec ses flèches, etc. Ça m'est arrivé. Bref, effectivement, les règles ne suffisent pas. D'ailleurs, si on veut s'en convaincre, je vous déconseille, mais il y a une expression en anglais qui est très révélatrice qui s'appelle working by the book. En français, ça se traduit par la grève du zèle. Si on organise une grève du zèle dans une entreprise, c'est-à-dire que si on se contente de faire uniquement ce qui est écrit sur nos fiches de poste ou ce qui est prescrit dans le travail, eh bien, l'entreprise va être paralysée en une demi-heure, 1 heure, selon effectivement le degré de spécification de ces règles. Je suis douanier, j'en ai marre, je fais la grève du zèle, on m'a dit de vérifier la sécurité des bagages, j'ouvre tous les bagages, que ce soit un aéroport, une gare, peu importe, je vais bloquer en une demi-heure, il y aura une file d'attente impossible à gérer. Donc les règles, c'est important, ce n'est pas l'élément qui va renforcer l'engagement le plus fort. Troisième dimension, la négociation. Alors là, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant la négociation parce que, évidemment, là, c'est un système de décision conjointe. Donc, ça veut dire que les décisions sont prises qu'à partir du moment où on tombe d'accord pour le faire. Donc là, les motivations vont être satisfaites beaucoup plus en profondeur, puisqu'il va falloir les prendre en considération. Négocier, c'est intégrer l'autre dans son équation personnelle. Pour autant, la négociation, ça présente aussi quelques inconvénients. Quels sont les inconvénients de la négociation?
à votre avis? Ça peut être plus long. Le temps que ça prend, je pense. Voilà, hein, ça prend du temps, ça se prépare, ça se conduit, ça se suit, hein. On parle de coût de transaction. Oui, ça demande de faire des compromis. Parfois, ça ne se termine jamais, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, il y a d'autres inconvénients. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous rentrez chez vous ce soir? Enfin, beaucoup d'entre vous y sont déjà, mais et que vous tombez sur un conjoint, un proche, un ami, et vous lui dites: «Écoute chérie, il y a un principe dans la vie, pas de concession sans contrepartie. Alors moi, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange?» Hein. Et puis, un enfant s'avance vers vous, vous lui dites, il vous demande si vous l'aimez, vous lui dites: «Je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre?» Hein, pas de concession sans contrepartie. Et puis un collègue vous demande de l'aide demain, ce soir, et vous dites: «Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne? Vous êtes devenu négomaniaque, quel est le danger?» Hein, vous me dites: «Il n'y a pas de contrepartie tout le temps». Oui, le problème de la négociation, c'est que c'est un principe du donnant-donnant, hein. Une des règles d'or, c'est pas de concession sans contrepartie. Et vous voyez bien qu'il y a une quatrième dimension plus, comment dire, plus, plus, plus dissimulée, un peu plus secrète, plus intangible, plus informelle, que l'on va développer ensemble, à savoir le don, qui est une autre forme d'échange, qui vient en complément de la négociation, en complément très fort, hein, parce que même quand vous négociez avec un client, par exemple, il y a eu une recherche qui a été menée à Harvard. Groupe A, straight to the point, il s'agissait d'acheter ou de vendre une voiture. Combien tu veux pour la voiture? Groupe B, c'est pas très sympa pour ce qu'on va voir maintenant, ils ont appelé ça 5 minutes de chit-chat. C'est-à-dire vous parlez de tout sauf de la voiture, vous créez un bon climat, vous créez la confiance, l'écoute, la relation, et ensuite vous négociez. À votre avis, quel est le groupe qui performe le mieux? Le groupe B, plus 35%, juste 5 minutes. 5 minutes. Et effectivement, cette deuxième forme d'échange, qu'on appelle le don, a deux distinctions fondamentales avec la négociation. La première, c'est qu'il y a une inconditionnalité. Et effectivement, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, c'est très important parce que l'amour est inconditionnel, le respect est inconditionnel, la confiance est inconditionnelle. Et il est parfaitement ignomineux de demander, par exemple, à un enfant qu'il se conforme à nos vœux pour être digne d'amour, d'estime, de considération. Première différence fondamentale, le don est inconditionnel. Et il y a des éléments dans la vie qui concourent énormément à l'engagement dont on va parler, qui sont inconditionnels. Deuxième différence fondamentale, dans le don, qui est aussi une autre forme d'échange, comme je vous le disais, pourquoi est-ce que quand vous faites un cadeau, vous cachez l'étiquette du prix? Pourquoi, quand vous rendez un service, vous ne dites pas j'y ai passé 3 heures, même si vous avez envie parfois de le faire comprendre? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ça n'a pas de prix, parce que ça n'a pas de valeur. Ça peut avoir beaucoup de valeur pour l'autre, mais pourquoi ça ne se fait pas de quantifier ce qui circule dans le don, alors que dans la négociation, vous le savez, si l'objectif est flou, on a coutume de dire que la connerie sera certaine. Dans la négociation, on quantifie ce qui circule à tel point qu'on parle même de closing à la fin de la négociation pour préciser qui fait quoi, quand, où, quel budget, quel délai, quelles ressources, etc. Vous dites, il y a du désintéressement parce que le don est désintéressé. Alors, il y a une forme de désintéressement, mais il y a aussi une forme d'intéressement, on le verra, c'est une forme de dialectique. On n'attend rien en retour, parce que c'est celui qui reçoit qui apprécie la valeur. D'une certaine manière, oui, parce qu'effectivement, dans le don, on va le voir, c'est l'opérateur du lien social, et ce qui importe le plus, ce n'est pas le don en tant que tel, mais la relation. Le lien importe plus que le bien dans le don. La dimension de la relation importe plus que l'objet de l'échange. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, je vais me référer aux travaux d'un grand anthropologue, peut-être le plus grand anthropologue, qui s'appelle Marcel Mauss, qui a écrit un essai mondialement célèbre en 1925, l'essai sur le don, où il montre que dans toutes les sociétés, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, sur le marché, sur le donnant-donnant, mais sur le don. C'est pour ça qu'il a parlé de fait social total. De même qu'on sait aujourd'hui qu'on peut greffer un cœur d'homme blanc sur un homme noir, par exemple. Le cœur fonctionne de la même manière. Après, il faut respecter les registres sanguins, etc. Eh bien, de la même manière, le don fonctionne selon les mêmes étapes dans toutes les sociétés humaines. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes objets de don qui circulent. Il y a une dimension quand même interculturelle, mais ça suit les mêmes étapes.
Et je vais féconder un peu ces travaux par tout un mouvement en sociologie qui est dirigé par Alain Caillé, qui dirige le MOS, tout un mouvement pour comprendre comment le don circule au sein des organisations et dans toutes les sphères, d'une certaine manière, de la société. Et effectivement, par rapport aux 3 phases dont nous parlait tout à l'heure Anne, donner, recevoir, rendre, on a rajouté demander, qui était l'objet de la thèse de Marcel Mauss qu'il n'a jamais fini, on ne croit pas au hasard. Et effectivement, cette étape de la demande parfois n'est pas nécessaire. Par exemple, vous avez un anniversaire, ce n'est pas nécessaire de demander un cadeau ou de demander qu'on vous dise bon anniversaire, mais vous sentez bien qu'il y a un rituel, un usage qui vient suppléer au fait d'avoir à demander. Dans la plupart des situations, la demande, c'est l'étape d'amorçage du don. Et vous allez voir que c'est l'étape parfois la plus difficile, parce que demander, c'est s'exposer à un refus. Et demander, c'est la position basse, d'une certaine manière, dans l'entrée du cycle du don et du contre-don. Alors, ça peut paraître bienveillant, ça peut paraître tout à fait gentillet, mais ce que nous dit Marcel Mauss déjà en 1925, c'est que don, dans les langues germaniques anciennes, gift a 2 significations, cadeau et poison. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est en quoi le don peut être un facteur de cadeau, c'est-à-dire un facteur d'engagement, à tel point qu'il y a un synonyme de l'engagement, c'est l'adonnement, c'est de s'adonner à une tâche, de mettre du cœur à l'ouvrage, ou au contraire un poison qui génère du désengagement, de la méfiance et du désengagement parfois effectivement actif. À chacune de ces étapes, il y a des pièges relationnels que l'on va voir ensemble et que je vais illustrer avec des dinosaures. Première étape, alors c'est du bon sens paysan pour l'essentiel. On va revenir sur des principes éducatifs de base. Première étape, quand je demande, il y a un mot magique, rappelez-vous, qui est dans toutes les langues. S'il te plaît, please, thank you. Effectivement, demander, première étape, ce n'est pas exiger. Vous avez encore certains chefs d'équipe, managers, qui ont une approche un peu Louis XIVe, qui ne demandent pas, qui exigent en disant merci d'eux, ASAP, fais ci, fais ça. Vous avez une femme exceptionnelle qui s'appelle Mary Parker Follett, dont les écrits ont été réédités sous le terme Mary Parker Follett, Prophet of Management, bien avant Peter Drucker, qui intervient sur une grève de mineurs dans les années 30. Et les mineurs en grève disent « Nous sommes en grève parce que ce qui est insupportable, ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande, c'est la manière dont on nous le demande. On n'est pas des chiens. » Si on n'a pas un minimum d'autonomie pour faire ou d'explication sur ce qu'on doit faire, effectivement, on a l'impression d'être des objets, des robots, etc. Demander, premièrement, c'est mettre les formes. Et on dit aux enfants, c'est pas passe-moi le sel, s'il te plaît, passe-moi le sel, etc., etc. Premier écueil. Deuxième écueil, très répandu, c'est un peu une catastrophe. Et posez-vous cette question, est-ce que c'est facile pour vous de demander de l'aide quand vous êtes en difficulté? Est-ce que c'est facile pour vous de demander un service? Est-ce que, etc. À votre avis, quel est le pourcentage de managers qui osent demander de l'aide quand il est en difficulté? Alors, je n'ai qu'une statistique en France, mais c'est quand même assez révélateur d'une tendance. 10%, 20%, 70%. Eh bien, on a plus de 52% des managers en France qui n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté. C'est-à-dire plus d'1 sur 2. C'est un peu une catastrophe. C'est ce qu'on appelle des timorons. Ils aimeraient bien, mais ils n'osent point. Or, vous le savez, qui ne demande rien n'a rien. Qui ne demande rien n'a rien. C'est d'autant plus dommage que les gens aiment donner, et je vous donne juste les résultats d'une étude moi, qui m'ont fait chaud au cœur par rapport effectivement à cette énergie donatrice. Ils ont demandé à des chômeurs chez Pôle emploi de retrouver leurs photos d'école primaire, photos de classe d'école primaire, CP, CE1, CE2, etc. Et ils leur ont dit, voilà, si vous avez encore les noms, prénoms de ces camarades de classe d'il y a 20 ans, 30 ans, vous les demandez en contact sur LinkedIn. Beaucoup d'accords favorables. Et ensuite, vous leur envoyez un petit message tout simple. Bonjour, tu te souviens peut-être pas de moi, on était ensemble en CP il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi dans tel secteur d'activité. Est-ce que dans ton entreprise ou dans ton réseau professionnel, tu pourrais me mettre en relation, etc. Et à votre avis, quel est le pourcentage de gens comme ça qui spontanément ouvrent leur carnet d'adresse? Vous me dites 80%, 90%.
c'est énorme. On est à 66%, ce que je trouve déjà énorme. Enfin, je sais pas, 2 tiers des gens qui vous ont pas vu depuis 20 ans, etc. C'est génial, hein. Or, quel est le pourcentage de chômeurs qui osent faire ça? On est proche de 0%. Hein. Il y a une très belle phrase qui dit « Ose demander, tu seras surpris de recevoir. » Ose demander, tu seras surpris de recevoir. Hein. Alors, le livre de Mary Parker Follett s'appelle Mary Parker Follett, Prophet of Management. Ça a été traduit en français. Hein. Je réponds en même temps dans l'onglet conversation. Toutes ces conférences ont été traduites et vous avez un très bel article si vous allez sur le blog de Eve, qui est la sœur de Octave, sur Mary Parker Follett avec ses meilleurs extraits que vous retrouverez facilement. Ça peut créer des petits problèmes ou des énormes problèmes. Hein. Par exemple, Volkswagen, il y a une recherche très approfondie par rapport au test anti-pollution qui a révélé que le middle management avait peur du top management et qu'ils n'ont pas osé demander de l'aide, qu'ils n'ont pas osé dire qu'ils n'y arrivaient pas. Et aujourd'hui, on est à peu près à 27 milliards d'euros de provisions pour gérer cette catastrophe industrielle. Ose demander, tu seras surpris de recevoir. Oser demander, c'est mettre les formes et motiver sa demande, ne pas tomber dans des demandes tacites. Vous savez, tu ne trouves pas que ça manque un peu de sel? Ou pire, au moment de vouloir évoquer ses perspectives de carrière, dire « tu ne trouves pas que j'ai bien travaillé ?» Parce qu'en face, soit on ne comprend pas, soit on comprend, mais on n'a pas envie d'y répondre. Et il suffit de répondre « bah ouais, je trouve que tu as bien travaillé ». Et fin de l'histoire. Amorcer un cycle de dons et de contre-dons, c'est vraiment poser sa demande. Deuxième temps, donner. Et nous avons à nouveau 2 écueils. Alors ça, les gens aiment donner. Et vous avez toute la psychologie positive qui s'est engouffrée dans la brèche parce qu'ils ont fait une recherche qui le prouve. Effectivement, ils ont donné à des étudiants 10 $. Ils ont mesuré leur niveau de bonheur quand ils reçoivent 10 $ et ils leur ont dit « achetez-vous un truc qui vous fait plaisir ». Ils achètent un truc qui leur font plaisir et là, le niveau de bonheur augmente encore. Mais qu'est-ce qui se passe juste après l'achat, à votre avis? Juste après l'achat, pouf, ça retombe. Voilà. C'est pour ça qu'en période de solde, il faut stimuler les achats pour maintenir l'hormone du bonheur, c'est la sérotonine, je crois, je ne sais plus. Bref. Deuxième groupe, il leur donne 10 $ et il leur dit cette fois-ci, vous allez dépenser cette somme pour une cause, pour quelqu'un, pour un proche, etc. Et il y a un niveau de perduration du bonheur jusqu'au lendemain matin du don. Et ça, vous savez que tous les fleuristes s'en sont emparés depuis longtemps, un plaisir d'offrir, joie de recevoir, etc. Pour autant, il y a 2 écueils. Le premier, celui qui donne trop. On l'a appelé le mégalodon. Quel est le danger quand vous donnez énormément à quelqu'un qui n'a pas vraiment la possibilité de rendre? Ça le met dans quel état, à votre avis? Il risque de se sentir redevable, c'est inconfortable, il est mis en dette, en état d'infériorité, de subordination forte, de suggestion, oui, de dépendance. C'est un peu le principe du mafieux, vous savez, je te paye tes études, je te loge, je te nourris, tu me dois rien, mais un jour, je te rappellerai. Et ce jour-là, tu pourras rien me refuser. Ça peut être violent. Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour. Ce n'est pas le mettre en état d'être éternellement redevable. Premier écueil. Deuxième écueil, assez répandu, pourtant, vous le savez, depuis que vous êtes petit, donner, c'est donner, reprendre, c'est… Dans toutes les langues, il y a la même expression. Donner, c'est donner, reprendre, c'est… Voler. Oui. Eh bien, on voit encore des arpadons, c'est-à-dire des managers qui ne savent pas vraiment déléguer parce que c'est leur projet, leur dossier, leur bébé, leur client, leur entreprise. Et effectivement, comment voulez-vous qu'on puisse donner si on n'a pas l'autonomie pour le faire, si on n'est pas accompagné dans la montée en compétences qui permet d'y arriver? Donner, c'est le faire pleinement et à bon escient, sans écraser l'autre par sa générosité. Donner, c'est globalement permettre à l'autre de donner à son tour, tout simplement. Lui donner envie de donner à son tour. Troisième temps, vous me suivez toujours, demander, donner, recevoir. Et là, 2 écueils à nouveau. Le premier, l'Austraïdon, celui qui refuse un don. Je peux t'aider? Non, je n'ai pas besoin.
On peut déjeuner ensemble? Non, j'ai pas le temps. J'ai une idée. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi c'est violent? Pourquoi c'est violent de refuser un don? C'est blessant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on refuse un don? Qu'est-ce qu'on signifie à l'autre, à votre avis? Du rejet, du mépris, on refuse la personne, il n'y a pas de confiance, on s'enferme, c'est rabaissant. Oui, tout à fait. Tout ça est vrai. Refus de la relation, oui. Du désintérêt, refus du lien. Oui, vous avez une expression que Mauss a soulignée chez les Maoris, le HAU, H-A-U. Et il dit, H-A-U, ça se traduirait littéralement par l'esprit de la chose donnée. Et ce qu'il nous montre, c'est que à travers le don, circule plus que le don, circule cet esprit de la chose donnée. Et ça peut vous paraître ésotérique, mais vous avez tous dans vos familles des objets sans valeur matérielle, mais chargés d'âme, comme on dit, parce qu'ils ont appartenu à une grand-mère, un grand-père, etc., que vous gardez précieusement. Et au-delà de ça, on a parfois tendance à oublier que notre conception du travail est récente dans l'humanité. La conception du travail résumée à un contrat de travail, ça a 200 ans. Le travail, ça définit l'activité humaine. Et dans l'activité humaine, on y met beaucoup plus que le contrat de travail. On y met de son identité professionnelle, on y met de son temps, on y met de son ingéniosité, on y met aussi parfois de son réseau professionnel ou personnel, on y met énormément d'énergie, ça nous travaille parfois à des niveaux insoupçonnés, etc., de l'ingéniosité. Et donc, refuser un don, c'est refuser aussi la personne qui donne. D'où l'importance, effectivement, de mettre vraiment les formes quand on ne peut pas recevoir quelque chose. Ce que nous dit Marcel Mauss, et ça, je crois que la psychologie positive ne l'a pas compris, hein, c'est qu'il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Pourquoi il y a de la générosité ou autant de générosité à donner qu'à recevoir, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que recevoir est un acte de générosité? Parce que j'ai vu parfois des dirigeants qui me disent, moi je donne, mais je n'attends rien en retour, ou je n'ai pas à recevoir. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi est-ce que il y a autant de générosité à recevoir? C'est un cercle vertueux, c'est de la considération, une forme d'humilité. On accepte une part de l'autre, on Oui, c'est accepte sa vulnérabilité. accepter l'autre. Ouais. Voilà, voilà. Cela nous met effectivement en position d'être redevable, d'accepter d'être en dette. Voilà. C'est ce qui va être constitutif de la création du lien entre les acteurs, tout à fait. Vous avez une anecdote qui est assez connue, qui est celle de l'abbé Pierre. Vous savez, au moment où il crée Emmaüs en 1949 à Neuilly-sur-Marne, vous avez ses compagnons qui lui amènent un homme complètement désespéré qui vient de faire une tentative de suicide et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux bien vouloir me donner? Plus rien ne me raccroche à la vie. » Et l'abbé Pierre lui répond immédiatement « T'as raison, j'ai rien à te donner. Par contre, j'ai un projet, aider des sans-abri. Est-ce que toi, tu veux m'aider ?» Qu'est-ce qu'il fait là? Il a créé ensuite tout son, tout son système sur ce principe. Il lui donne l'occasion d'être utile. Voilà. L'abbé Pierre nous disait, il faisait une différence entre la misère et la pauvreté. Il disait, et certains disent, et ça s'explique, qu'il y a plus de misère en Occident, par exemple, qu'en Afrique, et plus de pauvreté en Afrique qu'en Occident. Il disait, la misère, c'est l'impossibilité de donner. La résilience, c'est la possibilité de donner à nouveau. Et donner la possibilité de donner, c'est permettre à l'autre de retrouver sa dignité d'homme, de le remettre en relation, de le refaire appartenir à un réseau social. D'accord? Et effectivement, alors je vois le motto Give First, effectivement, c'est ce qui va enclencher cette énergie donatrice. Hein. Tout le mouvement Emmaüs est fondé là-dessus, c'est-à-dire que quand ils sortent un SDF de la rue, ils lui donnent un logement, ils le nourrissent, ils le blanchissent, ils lui donnent un réseau social, un métier, etc. C'est assez considérable. Mais ils leur disent, c'est assez dur à entendre, mais si tu veux redevenir un homme, tu devras toi-même sortir quelqu'un de la rue une fois sorti de la rue. Et quelqu'un pense à un grand penseur, donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent, gardez toutes vos richesses. Effectivement, un grand penseur chantant. Le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est le roi, asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. Bien, effectivement, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Plus vous donnez, c'est un peu une loi universelle, effectivement, plus vous recevez en retour. Deuxième écueil, très répandu, parce que ce que nous dit Marcel Mauss, c'est très important, et c'est un mot qu'on n'aime pas trop aujourd'hui en Occident.
c'est que l'essence du lien social, c'est la dette. Tant que je suis en dette, je suis en lien, car je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. D'accord? Très important ça. Tant que je suis en dette, je suis en lien, car je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. Et la sphère économique et les théories économiques ont tellement, comment dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, irrigué un peu toutes nos pensées que cette notion de dette est devenue un peu un péché capital. On n'aime plus ce mot. Or, si effectivement je ne veux plus être en relation avec quelqu'un, il suffit d'être quitte et on se quitte. D'accord? J'ai une question, quid des relations désintéressées? Il y a toujours une part d'intérêt pour l'autre et d'intérêt pour soi. C'est une forme de dialectique. Si c'est que dans un sens, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire que si je suis que dans l'intérêt pour l'autre et que je m'oublie moi dans la relation, on peut abuser de ma situation. Et si je suis que dans mon intérêt perso sans m'intéresser à l'autre, là aussi, c'est un petit peu inquiétant pour la relation dans la durée. Hein. Deuxième écueil très répandu, celui qui reçoit et qui dit, qui a oublié le mot magique, hein, le mot le plus important dans le management, le mot qui est le vecteur premier pour entretenir l'engagement que je vois apparaître dans l'onglet conversation, pour l'instant en français, mais effectivement, merci, thank you. Comment voulez-vous soutenir l'engagement d'une personne, les efforts qu'il fournit, s'il n'y a pas de gratitude, de reconnaissance de ce qu'il donne? C'est pas possible. À un moment donné, ça s'épuise. Hein. Vous avez eu, d'ailleurs, je donne l'exemple du télétravail, ça a été parfois un petit peu violent parce que certains, j'ai vu un dirigeant qui est revenu du premier confinement en disant ah ben il est temps de s'y remettre. Hein. Et là, effectivement, tout le monde lui a dit bah en fait peut-être que lui il faisait rien, mais les autres ils n'ont jamais autant bossé que pendant cette période et qu'ils attendaient plutôt un merci que il est temps de s'y remettre. D'accord? Une absence de reconnaissance par rapport à ce qu'on donne. Reconnaître, c'est reconnaître les résultats, mais aussi les efforts, reconnaître les compétences qui ont été développées, reconnaître aussi les individus dans leur singularité, fêter les anniversaires, les naissances, les moments singuliers de la vie d'une équipe qui font qu'on a vraiment l'impression d'être à la bonne place, car chacun veut à la fois appartenir, se distinguer, c'est une question qui est complexe. Hein. Et vous savez que la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, c'est l'ignorer, et qu'à défaut de reconnaissance positive, eh bien, être activement désengagé, ça reste un moyen d'être reconnu. Hein. Voilà. Cette phrase a fait beaucoup de dégâts, nous dit Céline. Oui, hein, j'ai entendu aussi télétravail, c'est téléglandouille dans une autre entreprise. Bref, les choses ont bien changé depuis. Quatrième temps, deux écueils. Le premier, on l'a vu rapidement, hein, celui qui confond le don et la négociation. Vous avez une série sur Canal+ qui s'appelle Bref, j'ai un pote à condition suspensive. C'est le gars, à chaque fois qu'on lui demande un service, à chaque fois, il met une condition, il a un tic de langage. Je veux bien t'aider, enfin, si tu, je veux bien t'aider, mais tu, et il conditionne systématiquement tout ce qu'il donne à des contreparties, et donc, forcément, il va se retrouver seul. Hein. C'est d'autant plus dommage que lorsque les dons et les contre-dons s'accélèrent dans une relation, quelle qu'elle soit, don contre don, don contre don, don contre don, on peut arriver à ce qu'on a appelé une situation d'endettement mutuel positif. C'est le stade où on ne sait plus si on est débiteur ou créditeur tellement il y a de choses qui circulent entre nous. C'est le stade de la confiance et c'est ce qui explique la raison pour laquelle on dit quand on aime, on ne compte pas. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se décrète pas. Hein. Regardez le renard et le petit prince. Il y a le petit prince qui dit au renard tu veux pas être mon pote? Enfin, c'est mieux écrit, hein, c'est du Saint-Exupéry. Et le renard, il dit pas comme ça. D'abord, tu vas là-bas. Moi, je vais là-bas. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Et puis, à un moment donné, il y a suffisamment de choses qui vont circuler entre nous pour que la confiance s'installe et que l'amitié naisse. D'accord? C'est par cette massification, d'une certaine manière, des dons et des contre-dons qui circulent entre nous que la relation s'épaissit, que la confiance s'installe et qu'effectivement la coopération est à son maximum. Dernier écueil, celui qui donne et qui ne reçoit jamais rien en retour. Pourquoi est-ce qu'on dit trop bon, trop con, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on dit trop bon, trop con?
Le Calimero du don. Hein. Il s'épuise à donner, oui. Parce que c'est vrai, parce que certains peuvent percevoir la générosité de l'autre et en abuser. Oui, un besoin d'être aimé irrationnel, ça peut être de cet ordre. Il peut être manipulé, frustré à moyen terme. Effectivement, il faut bien voir que, à défaut de pouvoir rendre, le don peut se transformer en dû. Hein. Je donne un exemple. Pendant là on arrive, alors les ponts cette année vont tomber un week-end, mais lorsque les ponts permettaient de faire des vrais ponts, un pont du 1er mai, en général, l'équipe va chercher qui comme volontaire désigné d'office? On a à peu près tous les mêmes coutumes dans les entreprises. En Le petit général, nouveau. voilà, on va chercher le petit nouveau. Et puis on va lui dire, dis donc, on s'est dit que dans la mesure où tu étais le dernier arrivé et que nous, on a des enfants, peut-être que ça te pose moins de problèmes d'assurer le pont du 1er mai. Et le nouveau, il dit oui. Il dit, ah bah oui, je vais m'intégrer plus vite, je vais obtenir une forme de crédit relationnel, on va m'apprécier, etc. Je vais être titularisé, etc. Et puis, une semaine plus tard, il y a le 8 mai. Et là, l'équipe, elle a pris la confiance, comme on dit. Hein. Elle va voir le nouveau, elle lui dit, dis donc, tu es au courant qu'on t'a mis sur le planning pour le 8 mai? Et là, il n'y a pas besoin de s'appeler Marcel Mauss pour sentir que la pente est savonneuse. Hein. Et là, en l'espèce, le mousse, effectivement, qui nettoie le pont, s'est rebellé. Mais il venait d'arriver, alors c'était une rébellion un peu, comment dire, contenue. Hein. Et il a dit, vous auriez pu m'en parler. Et l'équipe a enchaîné en disant, bah, c'est ce qu'on fait, on en parle. Pont, repont, sans contre-don. Le problème, c'est que passé un certain stade, on se trouve plutôt généreux de lui trouver des occupations le week-end. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu es bon une fois, tu es bon, et c'est bon, et c'est bien. Mais quand tu es bon 2 fois, et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon et on te mange. Effectivement, à défaut de pouvoir rendre, on peut avoir tendance à mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable pour se libérer du poids de la dette, tout simplement. Mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable pour se libérer du poids de la dette. Et ça, c'est violent. Et donc, vous voyez, finalement, c'est un cycle continu qui ne s'arrête jamais. Demander, donner, recevoir, rendre. Demander, donner, recevoir, rendre. Et c'est comme une équipe de foot. Si personne n'est capable de demander, donner, recevoir ou rendre le ballon, il n'y a aucune victoire possible à l'issue du match, quelle que soit la force des individualités sur la feuille de match. Et je vous pose une question. Effectivement, dans votre entreprise, quels sont éventuellement les 3 profils de dinosaures qui peuvent hanter l'organisation et bloquer la circulation du ballon? Vous pouvez voter pour qu'on voit finalement quels sont ceux qui sont en voie de disparition, quels sont ceux qui sont encore très présents dans les organisations. Choisissez 3 dinosaures parmi la liste que vous avez pu rencontrer dans votre entreprise. Quels sont ceux les plus présents qui incitent finalement au désengagement? Ça, c'est assez sympa d'avoir un sondage express sur 230 personnes pour voir quels sont les dinosaures à l'heure où on se parle, qui circulent au sein des organisations comme ça, en temps réel. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'on a déjà les résultats, Anicia? J'attends qu'il y ait encore un petit peu plus de monde qui ait répondu. On est à 50% pour l'instant. Ok, merci. Merci Chloé. On va voir ça. Sachant qu'évidemment, le don tel qu'on vient d'en parler, de manière symétrique, hein, A donne à B, B donne à A, et puis ça se massifie dans le temps. Mais vous le savez, le don peut être aussi transitif. A donne à B, qui donne à C, qui rend à D, etc. Et c'est ce qui fait circuler le don au sein d'une équipe, d'une organisation. Il y a des choses qu'on a reçues qu'on ne peut pas rendre. On a reçu la vie de nos parents, on ne peut pas leur rendre la vie. Par contre, on peut la donner à d'autres ou la transformer en quelque chose d'intéressant sur Terre.
un projet intéressant, en faire quelque chose, en faire bénéficier d'autres. Alors voilà le sondage qui va apparaître. Eh bien, nous avons le Raptoudon qui arrive en premier, et c'est pas étonnant. Vous savez que j'ai pas les sondages au niveau mondial, mais en France, plus de 2/3 des collaborateurs ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. C'est juste une catastrophe parce que c'est quand même offrir de la gratitude, c'est quand même pas ce qui coûte très cher. C'est de l'attention portée à l'autre. En deuxième, nous avons le Tyranodon Rex qui arrive, qui tient la corde avec 46%. C'est assez considérable, qui doit apprendre à dire s'il te plaît. Et ensuite, nous avons ex aequo le Mégalodon, qui considère qu'il n'a pas rien à recevoir, mais qui donne un petit peu pour mettre les autres aussi en état de suggestion. Et puis l'Arpadon, celui qui garde et qui a du mal à déléguer, à donner vraiment. Et nous avons aussi l'Échinodon qui tient la corde aussi, qui donne et qui se retrouve bonbon. Merci pour ce sondage. En tout cas, c'est intéressant. Je ne suis pas surpris par rapport à la reconnaissance. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin, surtout en plus à distance. On l'a vu, de la réciprocité à la transitivité du don. Je finis cet exposé sur le don avec un dernier élément. Ce sont les langages du don. Et puis ensuite, je vais vous inviter à réfléchir autour de ça. Parce qu'il y a encore d'autres sources de mal-donne. Parfois, on donne à côté. Parfois, on ne donne pas à bon escient et on ne donne pas ce que l'autre attend. Je suis médiateur professionnellement et j'ai vu plein de situations où les gens se ratent en croyant donner et les gens ne voient pas. Par exemple, un manager se séparait de son assistante qui lui disait vous m'avez jamais dit que je travaillais bien. Et lui répond ben oui, mais j'étais tout le temps en déplacement. Vous avez peut-être remarqué que souvent, je vous amenais des petits cadeaux. C'était pour moi ma manière de vous dire que j'étais content. Ben oui, mais c'est pas la même chose, lui dit-elle. Bah oui, mais il fallait me le dire, il fallait me le demander. Bah oui, on s'est raté. Parfois, on se rate parce qu'on donne à côté. Et je vous invite à réfléchir sur ces 4 langages du don. Ce qu'on appelle le temps de qualité, premièrement. Tout ce qui est lié au langage de l'affection, c'est des moments comme que vous citiez tout à l'heure, des moments de célébration aussi des succès, des naissances, des anniversaires au sein d'un collectif. Les petits cadeaux. Tiens, je sais que tu es passionné par Mary Parker Follett, je t'envoie le lien vers l'article, je l'ai vu circuler dans l'onglet conversation, etc. Des compliments. Si ce soir vous entendez t'as rien remarqué, peut-être qu'il va falloir dégainer un compliment rapidement. T'es allé chez le coiffeur, t'as changé de lunettes, etc. L'écoute active. Vous êtes avec un collègue qui a des problèmes personnels, on arrête de parler boulot, on l'écoute réellement, ou un client, ou peu importe. On fait preuve d'humanité à ce moment-là. Et ce soir, si vous entendez « tu m'écoutes » et que vous répondez « oui », la question qui vient derrière, ce sera « alors ». Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, on a eu tous le même problème un jour. Et c'est là que vous vous sentez si vous étiez en vraie écoute active. Alors, j'ai un commentaire qui dit « Est-ce que c'est tiré des 5 langages de l'amour ?» Vous avez un excellent livre, effectivement, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Chapman, qui fait ce même travail dans la vie privée. Et dans les langages de l'amour, il va ajouter le toucher, qui est un langage qui reste un peu ambigu au travail. Pourtant, c'est le premier langage de la vie quand vous naissez au monde, et c'est parfois le dernier langage qui nous reste à des âges très avancés. Donc, ça reste un langage important, mais je ne l'ai pas mis dans le travail. Par contre, au travail, on a d'autres types de langages, comme se rendre service, et un des dons les plus précieux, qui est celui des recommandations. Ouvrir son carnet d'adresses, mettre en lien des personnes. Tu cherches un médecin, tu cherches un vaccin, tu cherches un job, tu cherches un fournisseur, tu cherches un client, j'ouvre mon carnet d'adresses. Et je ne recommande pas n'importe qui à n'importe quoi parce que j'y mets aussi de ma réputation dans ce type de don. C'est très important. Même à l'heure des réseaux sociaux, aujourd'hui, par exemple, 50% des rencontres amoureuses se font par recommandation de personnes physiques, à l'ancienne. 4e langage, partager ses idées. Tiens, est-ce que je garde mes idées pour moi ou est-ce que je les partage avec d'autres? Partager son savoir, son expérience, d'accord? Est-ce que mon expérience, mon savoir est une expertise et une forme de pouvoir qui me rend irremplaçable ou est-ce que je la partage et je monte en compétence quelque part mes collaborateurs ou mes collègues pour développer la subsidiarité et l'agilité au sein de l'équipe? C'est un vrai sujet aussi. Je vais vous inviter maintenant à réfléchir autour de ça pour voir finalement, parmi ces langages,
quel est le langage de prédilection ou les langages de prédilection en ce qui vous concerne. Et je vous inviterai aussi à évoquer, donc on va faire un deuxième groupe, à évoquer un don reçu dans votre vie professionnelle qui vous a particulièrement touché. Merci à vous, merci d'avoir participé à ces échanges. Effectivement, c'est des échanges qui sont intimistes et tout ce dont on parle, c'est un petit peu impudique ce qu'on vient de faire parce que ça se couvre en général d'un voile d'ignorance. Si vous voulez une relation durable, si vous voulez un engagement pérenne, ce qui est important, c'est non seulement de donner, évidemment, on l'a vu, mais c'est aussi de savoir réguler les tensions qui ne peuvent qu'immanquablement survenir dans une relation du quotidien. Et ce que je vous propose un petit peu en guise de conclusion, c'est de considérer que finalement, libérer l'énergie donatrice dans une organisation, dans un collectif, dans une entreprise, peu importe, c'est voir tous ces 4 leviers qu'on avait vus, mais dans l'autre sens. Créer l'écosystème qui favorise le don et en tant que manager, il y a une forme d'exemplarité à ce niveau-là. Plus on donne, plus on reçoit, on l'a vu, c'est une loi universelle. Pour autant, dès qu'il y a mal donne, dès qu'il y en a un qui ne donne pas, c'est qui donne trop, qui a l'impression de ne pas être reconnu par rapport à ce qu'il donne, on sort de cette informalité et on pose le problème sur la table, on en discute. Et pour régler les problèmes du quotidien, ce n'est pas une histoire de don, c'est une histoire de négociation. Gérer les conflits, c'est oser aborder les sujets qui fâchent, c'est oser négocier. Quand ça ne fonctionne pas, on repose les règles, on recadre et on distingue les bons joueurs et les tricheurs, quitte à mettre un carton jaune ou un carton rouge par rapport à quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Et en ultime dernier recours, on utilise le pouvoir, car le pouvoir n'est légitime qu'après avoir tout essayé. Et c'est comme ça que, finalement, on passera de l'autoritarisme, ce qu'on appelle le command and control, le pouvoir et la règle. Il n'y a pas tellement d'expression inverse en français ou en anglais, mais ce serait give and negotiate, la véritable autorité au sens latin du terme, autorité qui vient du latin auctoritas, qui veut dire littéralement augmenter la capacité d'agir. Et augmenter la capacité d'agir, c'est effectivement favoriser cette possibilité de chacun de donner et reconnaître évidemment tout ce qu'il fait en ce sens. Je conclurai juste sur cette étude qui est absolument magique. Vous ne serez pas venus pour rien. Certains d'entre vous ont dû déjà la voir. Est-ce que vous savez quel est le premier facteur de bonheur sur Terre? Nous avons la plus vieille étude en sciences humaines qui l'a révélé. Quel est le premier facteur de bonheur sur Terre? J'avais entendu dire les enfants, non? Les autres. Non, ce n'est pas les enfants. Les autres, je pense, enfin, le lien, quoi. Oui, c'est plus ça. Les enfants, ça peut en faire partie. Mais pour être très précis, je vous invite à regarder ce TED de Waldinger. C'est le chercheur aujourd'hui qui continue l'étude, qui a débuté il y a 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale. TED de Waldinger, je viens de le mettre dans l'onglet conversation. Ils ont montré que la qualité des relations, depuis plus de 80 ans, c'est le premier facteur de bonheur sur Terre et ça a plus d'incidence sur l'espérance de vie que le cholestérol, le tabac ou toute autre maladie chronique. D'accord ? Je vous souhaite donc de beaucoup donner, de beaucoup recevoir, bien entendu, mais aussi de vous engueuler sainement quand c'est nécessaire pour entretenir des liens de qualité dans la durée. Et je vous remercie pour ce temps de partage. J'espère vous revoir et je vous dis à bientôt.